Kanté qui permet à l'Olympique de Marseille de prendre 2 buts d'avance sur le Stade Rennais, 3-1. Oh, la Canebière va être en feu ce soir. Le Vieux-Port également. Tous les Marseillais ont les bras levés, ils le savent. Le titre de champion ne peut plus leur échapper. 18 ans sans titre. Une génération de minots à Marseille qui n'a pas encore connu ça. Il y a même des amoureux de l'OM qui sont partis trop tôt peut-être pour le voir. Marseille, c'est cela. On aime l'OM de père en fils. Marseille, vous le savez, les libéraux traitent du football de leur enfance ayant eu lieu entre 1994 et 2010. À cet effet, rendez-vous compte, nous avons failli ne jamais voir l'Olympique de Marseille remporter quoi que ce soit. Il aura fallu attendre sur le fil la saison 2009-2010 et le retour de Didier Deschamps en tant que coach pour y parvenir. Dans l'épisode du jour, nous vous proposons de faire le récit de la saison 2009-2010 de Marseille, ponctué par un titre de champion de France. Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Tate. Salut. Johan. Bonsoir à tous. Avec son bel accent marseillais. Et un autre bel accent marseillais qui ne sera pas fin, celui de Faisal. Salut les gars, merci pour l'invitation. Avec plaisir, tu viens ici en qualité d'ami, mais aussi en qualité de membre de l'équipe du podcast À la Commanderie, nos collègues de Sports Content. Et je pense que c'est un podcast qui, d'un côté, va te faire plaisir puisqu'on va parler d'un titre de champion pour l'Olympique de Marseille, mais qui va te faire du mal aussi parce que c'était déjà il y a très très longtemps. Bah écoute, exactement. Je sais pas si ça me fait du bien ou du mal d'en reparler. Parce que je sais pas si dans les 10 ans à venir là on va revivre ces émotions-là, mais c'est vrai que en tant que fan de l'OM depuis toujours, c'est de loin la dernière saison où on a vraiment vibré pour l'OM, même s'il y a eu cette parenthèse enchantée là en 2018 en Europa League, mais en tout cas en reparler, c'est vrai que ça fait toujours du bien. Et on verra si justement, d'un point de vue de la nostalgie, ça va pas faire du mal. On va voir ça tout de suite. Alors juste avant, commençons par le commencement, puisque tout se joue pour l'OM à l'intersaison. L'été 2009 a été fatidique. Tout d'abord, structurellement, Diouf est remplacé par Jean-Claude Dacier, Tate. Exactement. On a Vincent Labrune qui est promu président du conseil de surveillance. Et clairement, il réussit à avoir la tête de Pape Diouf. Il était un peu jaloux du succès de Pape Diouf à Marseille. Et il réussit à avoir sa tête et Pape Diouf est tout simplement démis de ses fonctions de président de l'Olympique de Marseille et ils mettent Jean-Claude Dacier et RLD qui décèdent. Oui, on a aussi le décès de Robert Louis Dreyfus qui a attristé tout Marseille, fait ça. Exactement. Après, c'était on va dire le bienfaiteur de la ville. C'était vraiment celui qui donnait la joie ou qui rendait les gens malheureux ici. Après, moi, je veux revenir vraiment sur Pape Diouf, puisque qu'on le veuille ou non, c'est Dacier qui a quand même reçu tous les lauriers de cette saison. Alors que les gars, je pense que tout le monde, tous ceux qui suivent vraiment l'Olympique de Marseille et le football en général, c'est quand même Pape Diouf qui a structuré tout ce club. Même si c'est vrai qu'il y a eu des transferts, on va y revenir plus tard, je pense, à l'intersaison. Mais majoritairement, c'est quand même l'apport de Pape Diouf. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que encore aujourd'hui, ça reste le président préféré de tout le peuple olympien. Et puis quand c'est vrai, quand on a vu que le propriétaire était très malade et qu'il était qu'il est mort très très rapidement. Ça a plongé toute la ville, tous les fans, tout le club dans la tristesse et aussi un peu dans la peur de l'avenir, quoi. Et puis, de toute façon, ça nous a pas donné tort, On a vu derrière les péripéties de Mister Labrune. Alors, Guéretz, l'excellent et très apprécié, Guéretz s'en va et c'est Deschamps qui arrive, Johan. Exactement. Moi, ce que je souhaite rendre hommage à Pape Diouf parce que Eric Guéretz, ça a été son choix à lui. Lui-même l'a annoncé, ça a été son choix, ça a été son coach. Et Eric Guéretz fait un travail monstrueux justement depuis son arrivée, donc lors du premier match face à Liverpool, jusqu'à cet été 2009 où malheureusement il annonce son départ. Et Didier Deschamps débarque. Didier Deschamps qui n'a plus de fonction depuis son départ de la Juventus à l'été 2008, 2007 plutôt. 2007. Et moi honnêtement, les gens savent, vous les gars, vous connaissez l'amour que j'ai pour Didier Deschamps en tant que coach. Moi, personnellement, je suis persuadé que Marseille va au moins finir parmi les 3 premiers. Bon, c'est pas nouveau, mais je dis ils vont finir parmi les 3 premiers, mais voir qu'ils vont gagner le championnat. Parce que Deschamps, il a un marabout qui est très puissant. Donc voilà, donc vraiment quand Deschamps arrive à Marseille, on le sentait déjà qu'il devait arriver tôt ou tard à Marseille en tant que coach.
Et avec le mercato qui suit, on se rend compte qu'il va réaliser une grosse saison. Ah oui, il va constituer un groupe d'hommes de confiance, hein, entre les Edouard Cissé, Souleymane Diawara, Stéphane Biya, Abriel, Morientes, Gabi Heinze, et Lucho Gonzalez qui vont rejoindre Taiwo, Cherou, Nyang, Brandao, Bonnard, Valbuena et Mandanda. Tate, on a un groupe qui est assez impressionnant parce qu'on a d'un côté des gens qui ont la certitude et qui savent s'exprimer en Ligue 1, vu leur saison précédente, et on leur ajoute une dimension physique, une dimension mentale et une dimension technique. Avec ce mercato, il est tout simplement parfait. Tout ce mercato, quand il y a eu la guéguerre entre quand Dacier arrive, on se dit mais on va dans l'inconnu, et successivement on a Edouard Cissé, on a Lucho qui vient, on a Diawara qui vient, et quand ils viennent, sincèrement là on se dit il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. En plus on a la promesse du grand numéro 9 qui va arriver avec plus Brandao, et là on se dit que dans Marseille, ce mercato là, c'est le plus beau mercato que j'ai eu en tant que Marseillais. Excusez-moi du terme, c'est des érections continues ce mercato. Parce que quand à la fin, parce que quand on a surtout Heinze qui vient, un priapisme, Tate. Ah non, mais c'était incroyable. Mais moi, l'été 2009, mais j'en parle avec des yeux d'amour. Mais non seulement à Marseille, mais à Lyon aussi. Lyon, en fait, Lyon, moi, ce qui m'a choqué, c'est que Lyon fait Tout le monde venir voulait vannes. Lisandro Tout le monde voulait Lopez. Lisandro Lopez signe à Lyon et Lucho Gonzalez signe à Marseille. Bon, vous imaginez, en tant que supporter de Monaco, moi, ça m'a fait du mal. Mais honnêtement, quand j'ai vu ça, je dis mais il se passe quoi en Ligue 1? Il se passe quoi en Ligue 1? Depuis quand des joueurs comme ça, qui ont déjà montré un très bon visage en Coupe d'Europe, signent en Ligue 1? Ça, pour moi, c'était incroyable. Et excusez-moi, dernière chose concernant Deschamps, il fait aussi venir des personnes de confiance. Parce que quelqu'un comme Edouard Cissé, il l'a connu à Monaco, et Cyril Roll, c'est son pote. Honnêtement, on se dit que là, Marseille fait un mercato qui est monstrueux. Les postes sont doublés, non, c'est exceptionnel, exceptionnel. Le récit de la saison qui commence, hein, la saison qui commence tranquillement jusqu'en octobre. L'OM, c'est 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Alors, Faisal, c'est pas un rythme de champion, mais c'est celui d'un groupe qui est sûr de lui. Exactement. Et puis, je pense que de toute façon, il y a beaucoup d'éléments là qui viennent d'être dits sur cette équipe-là. C'est qu'il y avait déjà, moi, c'est mon chouchou, Mamadou Niang. C'est vraiment c'est l'homme de ma vie avec Zinedine Zidane, voilà, je le dis. Et puis voilà, les joueurs qui sont arrivés, on oublie aussi souvent Diawara qui vient d'être champion avec Bordeaux. Donc c'est vraiment tout ce mix là de joueurs, donc d'expérience, un peu aussi de talent pur avec Ben Arfa. Ça a été mûrement réfléchi. On a eu quand même, c'est vrai que c'est tout sauf un parcours de champion au début. On sent que ça tâtonne plus ou moins dans le jeu, dans les résultats. Mais par contre, je pense que tout le monde voit que c'est une équipe costaud, qu'il y a rien qui sera facile pour les équipes adverses. Et voilà, on sait comment ça se termine. Il y a des matchs d'ailleurs d'exception qu'on a vécu cette saison-là, qu'on n'a pas forcément gagné d'ailleurs. Hein. Je suis quasiment sûr qu'on va y revenir après. Tout de suite d'ailleurs, puisque voilà. il y a le mois de novembre qui arrive, un mois de novembre qui est aussi assez important, qui se termine malheureusement ou pas, malheureusement par une défaite à Lens. Mais justement, il y a aussi ce 5-5 contre Lyon. Johan parlait de leur recrutement. Là, c'est vraiment un match qui est très important. Et puis la victoire juste après 1-0 contre Paris avec le but de Heinz. C'est vraiment un mois de novembre qui est particulier, Faisal, parce que ça se passe bien. Mais à la fin du mois de novembre, le club de Marseille est toujours 7e. Donc en fait, c'est plutôt mentalement qu'il se passe un truc. Exactement, c'est vraiment mentalement que ça se passe. Et puis tu l'as dit, je sais plus qui a dit, mais il y a le vaudou de Deschamps qui est vraiment très très fort. Donc là, t'es 7e fin du mois de novembre. Tu te dis il y a l'hiver qui approche, les difficultés qui vont s'accumuler, etc. Mais vraiment, et je pense que c'est là où mentalement tu vois que les mecs qui sont arrivés, les Heinze, les Diawara, aussi, il faut le dire aussi, El Comandante, donc Lucho qui a mis un peu de temps quand même à se fondre dans l'équipe et puis à comprendre la Ligue 1. Et puis après derrière, voilà, c'est le mental et le talent, je pense, qui fait vraiment la différence. Mais je te rejoins totalement, Reda, sur le fait que là, fin novembre, je pense que personne ne peut s'attendre à ce que l'OM soit champion cette saison. En tout cas, pour la première saison de Deschamps avec ces nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Ouais, non, parce que encore une fois, je répète, ils sont 7e à ce moment-là. En parallèle, Tate, de ce début de saison, on va partir sur l'année 2010 juste après, mais j'aimerais qu'on fasse quand même une parenthèse Ligue des Champions, parce que Marseille joue ce tournoi avec le Real de Milan
et Zurich dans le groupe. Marseille finit 3e grâce à 2 victoires sur les Suisses, mais quand même on a le Real et le Milan qui viennent se régaler au Vélodrome en même temps que cette 7e place. Donc quand même voilà, c'est pas la saison incroyable, extraordinaire dont on fait le récit aujourd'hui, en tout cas pas au début. Non, pas au début. Après, il faut pas oublier que Lucho, il se blesse en préparation contre Saint-Etienne. Après, il se reblesse encore contre Toulouse. Donc, il a du mal un peu à venir. On a aussi Deschamps qui tâtonne tactiquement. À un moment, c'était un 4-4 de losange. Après, il a fait un 4-3-3. Il tâtonne un tout petit peu. Mais en Ligue des Champions, tu veux faire quoi? On joue contre 2 clubs. À eux deux, ils ont 16 Ligues des Champions. Ouais. Et ça passe pas loin, hein. Contre Milan, si Brandao, son tir pied gauche à la réception du centre de Niang, fini sur la barre. Franchement, contre Milan, lors du 5e match, on fait jeu égal avec Milan, même si c'est un Milan qui est vieillissant. On fait jeu égal avec Milan. Après, on a le dernier match contre le Real où c'était grosse ambiance au Vélodrome. Et de Cristiano qui nous, au bout il nous fait, au bout de quoi? C'était 9 minutes? 9 minutes. Il nous fait clairement comprendre que ce soir c'était terminé. On finit avec 7 points. Moi, je trouve que quand même, on finit avec les honneurs quand même. Parce qu'on a, comme je l'ai dit, on a 2 clubs c'est 16 Ligues des Champions à eux deux. Oui, mais en fait, c'était ça aussi ce dont je voulais vous parler, Johan. C'est juste une façon de parler du niveau de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est une équipe qui peut flirter avec les équipes de la dimension du Real et du Milan, mais pas sur le long terme. Et c'est ce qui explique que, quelque part, finir 3e, c'est peut-être une bonne chose pour l'Olympique de Marseille. Ça en dit plus sur ce qu'ils sont réellement en termes de niveau. Je pense qu'ils sont à leur place avec cette 3e place parce que Zurich, honnêtement, c'était pas vraiment un adversaire à la taille. On va ouvrir un chapitre sur les coupes nationales et européennes. Alors, okay. Voilà. Marseille est d'abord rapidement éliminé de la Coupe de France après une défaite 3-1 contre Lens. Une semaine plus tard, commence la phase à élimination directe de l'Europa League. Et là, Johan, on a justement une équipe qui a le droit d'être ambitieuse. Bah, bien sûr, elle a le droit d'être ambitieuse. Elle a une équipe quand même qui, pour moi, sur le papier, avec Lyon, est la meilleure équipe de Ligue 1. Et je pense que, honnêtement, quand on tombe Bordeaux sur Copenhague, comment? Bordeaux aussi, quand même. Oui, c'est vrai que Bordeaux, en tant que champion en titre, est une très grosse équipe. Mais il est clair que moi, honnêtement, j'attendais beaucoup de Marseille quand même en Ligue Europa. Donc, ils éliminent Copenhague assez facilement. Mais comme je l'ai dit, ce match, face au Benfica Lisbonne, c'est vrai que le Benfica Lisbonne, cette année-là, a une équipe qui est monstrueuse, avec des joueurs comme Ramirez, David Luiz, Di Maria, pour ne citer que. Cardozo. En fait, le 1-1, pour moi, quand Ben Arfa égalise à la dernière minute au Stadio da Luz, je pense que il y a quelque chose à faire quand même au match retour. Et on ne comprend pas. Marseille déjoue totalement. Le Benfica a été vraiment excellent du début jusqu'à la fin. Il y a ce but d'Alan Kardec dans les dernières minutes qui fait que Marseille se fait éliminer. Mais honnêtement, pour moi, c'est une énorme déception cette Coupe d'Europe. Cette Ligue Europa, pour moi, c'est une énorme déception pour Marseille. Mais je pense que ça permet aussi à l'OM de pouvoir se concentrer sur la scène nationale, notamment avec cette Coupe de la Ligue, et puis ce championnat, ce rush final, parce que quand même il y a Lyon et puis Bordeaux qui sont encore là, mais voilà, ça permet quand même à Marseille de se concentrer sur la scène nationale. Ouais. Alors juste avant Benfica, il y avait justement cette double victoire aller-retour 3-1 contre Copenhague, mais Faisal, c'est intéressant ce que vient de dire Johan, c'est que cette défaite cette élimination face au Benfica, c'est vraiment quand même un gros regret. Je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin du côté de Marseille. Alors oui, c'est vrai, puisque bon, quand t'es à l'OM, l'ADN, c'est quand même la Coupe d'Europe pour un club comme l'Olympique de Marseille. Après voilà, comme on vient de le dire aussi, si tu vas plus loin en Europa League, on le sait, les voyages en Europa League, les matchs le jeudi soir, souvent c'est relativement loin, c'est tard, t'as très peu de temps pour récupérer. Ça a été peut-être un mal pour un bien, sachant que voilà, nos joueurs en plus étaient vieillissants, parce que même si c'est vrai que t'as Gabriel Heinze, t'as El Comandante, Diawara, ils sont plus sur la fin que sur le début. Donc c'est vrai que beaucoup de regrets parce que normalement tu dois plier le match retour. Après voilà, un regret oui et non. Oui et non puisque tu sais que tu finis champion après. Mais c'est vrai il faut en parler. Ils sont rouges. Il y en a beaucoup à l'époque, je me souviens, qui parlaient beaucoup de manque de respect de la part de Ben Arfa. On peut le comprendre. Après voilà, c'est son tempérament. Ça n'excuse rien. Je suis totalement d'accord que ça n'excuse en rien. Voilà. Mais après, moi, personnellement, je suis totalement honnête. Jouer l'Europa League dans ces conditions-là, pour moi, c'était peut-être mieux, voilà, de faire l'impasse, d'éliminer en Ligue des Champions. Surtout que on a été tout sauf ridicule en Ligue des Champions.
derrière tu lâches entre guillemets l'Europa League. Après peut-être que aussi ça a été lâché par Deschamps. Hein. Il l'a dit à la fin du match. Voilà, il l'a dit. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? En tout cas, si c'est vrai, en tout cas il a porté les siennes et ça a fonctionné. Si c'est faux, bah il a porté les siennes quand même et ça a marché quand même. Donc dans tous les cas, il a bien fait de le dire. De toute façon, Deschamps gagne toujours, donc il a toujours raison. Et la communication, voilà. c'est son truc. Donc, C'est comme Las Vegas, c'est toujours Las Vegas qui gagne. Et toujours. Alors, Marseille se rattrape en Coupe de la Ligue, Tate, avec un grand Brandao qui va faire un doublé contre l'AS Saint-Etienne en 8e et en demi-finale contre Toulouse. Victoire finale contre Bordeaux, c'est voilà le 3e meilleur club du championnat de France à ce moment-là. Elle fait du bien cette victoire, Tate. Hein. Ça faisait longtemps que Marseille n'avait plus soulevé quoi que ce soit. Hein. C'est simple, pour remettre les choses dans leur contexte. Marseille perd contre Montpellier en fin janvier. Marseille est 7e, bon, avec un match en retard contre Sochaux. Et moi, en tant que supporter à l'époque, après cette défaite à Montpellier où Aïd Fana nous fait clairement l'amour, là, je me dis, j'y croyais au titre, hein, mais là, à partir de ce moment-là, j'y croyais plus du tout. Pour moi, c'était complètement cuit. Bordeaux était trop au-dessus pour Marseille. Et arrive la Coupe de la Ligue. Arrive ce fameux match en Coupe de la Ligue contre Toulouse, à Toulouse, où Gignac marque et Brando égalise. Et t'as Brandao en prolongation d'un tir du pied gauche qui vient de nulle part. Et on gagne 2-1 après prolongation. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que il y a la série qui s'enchaîne. On gagne 5-1 contre Valenciennes et après c'est parti. C'est complètement parti. On est imbattable hein, jusqu'au match contre l'avant-dernière journée contre Lille. Jusqu'à la fin, mais juste pour rester sur cette Coupe de la Ligue, Faisal, c'est vrai que en fait Marseille avait besoin de réapprendre à gagner. Exactement. Je pense que ça a vraiment été plus psychologique qu'autre chose. On le sait, hein, de toute façon, on le dit souvent dans le foot, les victoires appellent les victoires, et puis il y avait, qu'on le veuille ou non, il y avait vraiment un complexe à Marseille sur ça, surtout par rapport à Lyon. Et puis moi, je reviens aussi vraiment sur Brandao, encore en finale contre Bordeaux. De là, on a vraiment vu, je pense, le groupe a vu quel était vraiment son réel niveau. Quand tu as un gars comme Brandao devant qui pèse, mais comme personne pour moi, en tout cas sur les 10 dernières années, on a vu. Donc moi, j'aime bien le comparer un peu à Giroud, même si, voilà, qu'on le veuille ou non, pour moi, Brandao, il marquait de toute façon plus que Giroud sur une saison complète. Mais c'est un gars qui donnait tellement, il apportait tellement, même quand ça allait très mal, puisque ça allait mal aussi cette saison. Il y a eu des moments où vraiment on s'est dit que c'était une catastrophe, que ça allait finir n'importe comment, avec des millions d'euros gâchés. Et pour moi, la lumière est venue par Brandao. Pas touché, il a pas touché, mais lui, il a touché, là. Là, il a touché. Mais c'est le mec qui ne lâchait jamais rien. Que tu perds 2-0, que tu gagnes 3-0, c'était le poison pour les défenses adverses. Et pour ses coéquipiers, je pense que c'est vraiment le genre de joueur. Je pense qu'on pouvait proposer à toute l'équipe, à tout l'effectif de cette saison, pour rien au monde, il serait allé récupérer un Shevchenko plutôt qu'un Brandao pour cette équipe-là, en tout cas. Et ça, c'est vraiment ma profonde conviction, c'est qu'il a apporté ce supplément d'âme à cette équipe et qui a été loin d'être anecdotique. De toute façon, Shevchenko ne gagne pas de titre de champion. Alors, elle fait d'autant plus de bien. Ça c'est une petite crotte gagnée pour tâter. Et en 2004, il a fait quoi en 2004 Kaka a été champion, bien sûr. Alors, meilleur joueur du championnat. Alors, elle fait d'autant plus de bien cette victoire car en mars, l'OM est vacille toujours entre la 4e et la 6e. Hein. C'est très important de le rappeler. Marseille n'a jamais été premier jusqu'à présent. Hein. Donc, le mois de mars, on est entre la 4e et la 6e place. Et là, l'OM entre dans son mois de mai, mois d'avril, pardon. 7 matchs en avril, 6 victoires, 2 buts encaissés, 1 match nul. C'est un mois de champion, tout simplement. Exactement. Et je pense que, après, c'est pas pour être rabat-joie, je pense que Marseille aussi profite du fait que Lyon aille loin en Ligue des Champions avec Bordeaux. Je pense que ça donne une voie royale aussi à Marseille parce que ces deux clubs aussi sont un petit peu pris par cette Coupe d'Europe, par cette Ligue des Champions. Mais il est clair que là, sur le rush final, honnêtement, quand on voit l'enchaînement des victoires qu'il y a, parce qu'il y a cette victoire contre Lyon à domicile, mais après il y a une victoire contre Lens. Après, la chance qu'ils ont aussi, c'est de recevoir 3 fois. Mais recevoir c'est bien, mais gagner il faut gagner en fait dans tous les cas. Donc il est clair que là, on sent qu'il y a une voie royale pour Marseille. Et cette victoire justement 3-0 contre Sochaux, moi à titre personnel, je me dis ça y est les mecs, il y a eu 1993,
Et 1993, et là, ça y est, là, c'est 2010, c'est pour eux. Pour moi, c'était sûr. Et pour la petite anecdote, je me souviens avant cette finale de la coupe de la Ligue, dans le train, je rencontre des Marseillais qui vont au Stade de France et je les charrie un petit peu par rapport à ça. Et t'en as un qui me dit, tu vas voir, cette saison, elle est pour nous. Je pense qu'il a eu un bon flair à ce niveau-là. Alors, t'as parlé de profiter de Bordeaux et de Lyon qui jouent en Europe. Enfin, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, parce que sur ce mois d'avril, Marseille ne joue ni Bordeaux ni Lyon. Et quand même, c'est un enchaînement de matchs. Enfin, Tate, quand même, on parle de 7 matchs dans un mois de 30 jours. C'est simple. Marseille, entre le 4 avril et le 17 avril, joue 5 fois. Donc, c'est 12 jours. Ils jouent 5 fois. Ils prennent plus de points que de jours. À partir de ce moment-là, c'est terminé. À partir de ce moment-là, contre Boulogne, à la sortie du samedi 17 avril, avec un penalty de Brando à la fin, à partir de Taïwo à la fin, ouais. Marseille est premier et c'était toujours des matchs à l'arrache en plus. On le sent, c'est Taïwo à la dernière minute, Valbuena qui revient en grâce, il marque contre Saint-Etienne. C'était pas beau à voir, mais il y avait un supplément d'âme qui faisait que c'était pour nous cette année. C'était pour Marseille, Faisal? Bah écoute, moi j'étais beaucoup moins serein quand même que vous, parce que quand même, tu vois, même si c'est vrai que nous on joue plus l'Europe, t'as Lyon et Bordeaux qui s'affrontent en demi, c'est ça, si je dis pas de bêtises. En quart, pardon. Ils ont laissé beaucoup de plumes, mais tu vois quand même qu'on est tout sauf serein. T'as quand même les matchs qui te font dire bon, si tu gagnes celui-là, c'est que tu peux tout gagner parce que on méritait pas trop souvent justement ces enchaînements de victoires. Pour moi, regarde jusqu'à la fin, jusqu'au dernier match du titre, tu sens que les pieds ils tremblent et je pense vraiment que ça revient aussi par rapport à la Coupe de la Ligue. On a vraiment eu à Marseille, qu'on le veuille ou non, on a vraiment eu à un moment ce gros complexe de gagner quoi que ce soit. La Coupe de la Ligue, elle a fait du bien, mais pas totalement, puisque derrière les pieds tremblent. Lyon perd ses matchs, mais nous, à chaque fois, c'est compliqué, alors que l'équipe, normalement, tu dois dérouler les matchs faciles, tu dois les gagner facilement. C'est jamais facile. Après, de toute façon, les gars, il y a jamais rien de simple à Marseille, hein. Même, on va pas reparler de Carquefou ou tous ces trucs-là, mais clairement, c'est Deschamps. Encore une fois, c'est la chatte à Dédé, pour reprendre l'expression célèbre. On ne gagne pas, ce championnat-là. Ça aurait été quand même aussi logique parce que tu ne maîtrises pas forcément ton sujet à chaque match. Ah oui. Mais voilà, après c'est comme on dit, c'est la chance, c'est pas la chance, c'est le vainqueur qui va chercher toutes ses victoires quand même, à l'arracher à chaque fois. Et finalement, voilà, t'es champion. Et de toute façon, on est tous d'accord pour le dire, c'est loin d'être le football rêvé, le football léché, le Marseille droit au but que tout le monde attendait, vu l'effectif et vu les joueurs qu'on avait en place. Mais moi, je reviens un peu sur ce que vous disiez, c'est que si on est champion cette saison, c'est vraiment parce que Lyon et Bordeaux ont vraiment, vraiment mal abordé la fin de saison. Hein. Ouais, moi, je vous trouve dur quand même parce que, alors, juste une petite précision, hein, j'ai dit 7 matchs au mois d'avril, c'est 6 matchs, 6 victoires, mais c'est 7 victoires d'affilée si on prend le match contre Marseille du mois de mars, le dernier match du mois de mars avec Taïwo qui marque contre Lyon, oui, avec Caboret Taïwo. Quand même, enfin, je trouve que je trouve qu'il est sévère, Faisal Tate, parce que parfois, dans une saison, on a besoin d'une séquence, d'un enchaînement de matchs qui te fait gagner une compétition. Et je trouve que cette séquence, la négociation du mois d'avril de l'Olympique de Marseille après cette victoire en Coupe de la Ligue qui a donné confiance un peu, qui a cassé cette idée de il nous manque un titre. Voilà, maintenant on a ce titre, on est débarrassé de ça. Voilà, et aller chercher quelque chose avec ce Deschamps qui apporte aussi une idée de gagne. Marseille devait faire face à une fin de saison compliquée. Elle a réussi à y répondre favorablement et je trouve que c'est quand même digne d'un champion. Non, mais il dit ça parce que nous, à l'époque, on regardait tous les matchs et je peux te dire, Reda, c'est pas beau, oui. Ah non, mais c'est même pas que c'est pas beau. Il n'y a pas de maîtrise. Il n'y a pas de maîtrise. C'est des matchs miraculeux. Le match contre Sochaux. C'est miraculeux, voilà. Le match contre Sochaux, ce match, ils doivent le gagner 99 fois sur 100, ils le gagnent. Mais vraiment, ils nous mettent tout. Idey Brown, Boudbouz, Martin. Les gars, ils nous mettent tout. C'est miraculeux qu'à la dernière minute, Mbia, sur un but foireux, il marque. En plus, Sochaux marque un but refusé à la fin. Mais c'est des matchs, toute ma vie, je me souviendrai parce que c'est vraiment aucune maîtrise. Même contre Boulogne, 3 jours après, avec Taïwo qui marque sur penalty, pareil. Aucune maîtrise contre un promu.
Et c'est pour ça que je rejoins Faisal. Oui, c'est vrai que les valeurs de solidarité, de collectif étaient mises en avant, mais sur le terrain, c'est parce qu'on est supporters, hein, parce que c'était vraiment pas beau à voir. Hein. Mais justement, c'est quoi la mentalité d'un champion? Et c'est là que je trouve que c'est un Didier Deschamps qui est très important. C'est que quand t'as pas de maîtrise, quand c'est difficile, en général tu perds. Avec Didier Deschamps, ces matchs compliqués, tu les gagnes. Et c'est là où on voit le réflexe du champion. Et c'est ça sur quoi je voulais insister, Faisal. C'est vraiment, là pour le coup, on a la patte Didier Deschamps à coup sûr. Et c'est plus que de la chatte. C'est vraiment de faire un switch mental dans la tête des joueurs qui leur dit, les gars, vous avez le droit de gagner. Je suis d'accord totalement avec toi, Reda. C'est vraiment, voilà, la patte à Deschamps. C'est, peu importe comment on joue, l'essentiel c'est les 3 points. Après, voilà, il faut vraiment se mettre aussi dans la peau d'un supporter de l'OM où on avait une équipe sur le papier. Ce que je ne suis pas, donc peut-être que c'est non, mais tu vois, en fait, il y a vraiment ce sentiment de frustration qu'on avait devant chaque match. Je suis désolé, moi, tu me mettais à... C'était champion chaque année. Regarde, après, je pense que c'est aussi, quoi qu'on le dise aussi, c'est la mentalité des supporters de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est Marseille, c'est comme ça. Eli Bop, il nous finit deuxième du championnat de France. Salaud. Voilà, regarde, tu vois la réaction. Pourtant, il finit deuxième. Il nous emmène en Ligue des Champions. Et ce mec-là, il m'a fait mal. Il m'a fait mal à mon OM, par exemple. Et pourtant, on finit deuxième. Et en fait, c'était un peu ce côté-là aussi avec Deschamps. D'ailleurs, la deuxième ou la troisième saison, t'as tout le virage, les 2 virages qui se mettent en grève contre lui. Merci à Nigo. Voilà, merci à Nigo, exactement. Merci les winners. Mais aussi, et surtout parce qu'il y avait ce sentiment de frustration à chaque match. Vous l'avez dit, contre Sochaux, c'était limite une humiliation. Et encore aujourd'hui, je suis sûr à 2 millions de %, les gars, vous venez à Marseille, on fait un sondage sur tous les fans de l'OM, Guéret ou Deschamps à l'OM, on aura 90% de Guéret. Mais même Bielsa, Pourtant, Guéret, il nous a rien fait gagner. Moi, c'est ma vision, c'est que il nous a pas fait rêver Deschamps. Voilà, c'est pas normal qu'un mec qui nous ramène un titre de champion depuis des années. Un an après, t'as tout le virage qui est contre lui, les 2 virages qui sont contre lui, qui font grève alors que tu vas en quart de Ligue des Champions. Un dernier chapitre dans ce podcast, on va essayer de s'intéresser, comme on l'a pas fait jusqu'à présent, aux joueurs. Et on va commencer avec les joueurs majeurs, et notamment Steve Mandanda. Comment tu l'as trouvé sur la saison, Mandanda? Il était pas mal, même si contre Lyon, il aurait pu mieux faire lors du 5-5. Mais bon, je crois qu'il finit meilleur gardien de Ligue 1. Et, franchement, il a fait une bonne saison. Il a surtout à la fin, où il a fait des arrêts vraiment qui nous ont maintenu à flot. Alors, justement, au mois d'avril, il a répondu présent. Et pour moi, c'est une saison qui est très bonne, voire satisfaisante. Surtout vers la fin. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi la rotation défensive qu'il y a pu avoir du côté de Marseille, Yohan. Mais voilà, Diawara, Bonnard, Taiwo, Mbia, Gabi Heinze et Hilton aussi dans la rotation. Ça a bien marché. Exactement. Il y a eu une bonne rotation très intelligente de la part de Deschamps par rapport à ça. Il est clair que tout le monde était concerné en fait. C'était ça justement, je pense, qui a été la clé du succès du point de vue défensif, c'est que tout le monde était concerné. Et quand on voit quelqu'un comme Vitorino Hilton, quelqu'un qui connaît la Ligue 1 depuis longtemps, parce qu'il est arrivé à Bastia après Lens, etc., il vient à Marseille. Il est clair que en plus de Gabi Heinze, en plus de Souleymane Diawara, en plus de Laurent Bonnard qui était un très bon latéral, non, tu peux pas défensivement, t'es vraiment armé et c'est tout naturellement qu'ils ont été très solides pour cette saison, quoi. Pareil pour le milieu de terrain, t'as avec Fabrice Abriel, Benoît Chirou, Edouard Cissé, Lucho Gonzalez, Valbuena, Charles Caboret. Voilà, on a les titulaires et on a les joueurs comme Abriel ou comme Valbuena qui rentrent tout le temps et qui ne font jamais baisser le niveau de l'équipe. Même si exactement, même si souvent il y en a beaucoup qui ont eu des fortunes diverses. Par exemple, quelqu'un comme Benoît Chirou, à la fin, il n'a pas beaucoup joué, c'est Caboret qui a pris sa place. Quelqu'un comme Abriel, lui, au début, il a beaucoup joué aussi. Ouais. Après, quand Lucho est monté, il a fini meilleur passeur, il est retourné sur le banc, mais il a eu son rôle. Valbuena, qui devait aller chez Johan, l'hiver à Monaco, il s'est imposé grâce à la Coupe de la Ligue, sur la fin. Donc, chacun a eu un petit peu des fortunes diverses, avec Mbia qui est parti en défense aussi à un moment donné. Edouard Cissé, lui, par contre, qui est resté. Et en fait, chacun a apporté son rôle à un moment donné. Et c'est ce qui a fait qu'à la fin de la saison, on a réussi à enchaîner les victoires et à être champion. Alors, on a vu aussi beaucoup de buteurs différents, hein, presque, c'est pas tout le monde qui a marqué, mais voilà, on pouvait compter sur tout le monde pour marquer. Mais j'aimerais, qu'on s'intéresse aussi à Hatem Ben Arfa, Bakary Koné, Brandao et Mamadou Niang. Et pour ça, je vais donner la parole à Faisal, qui est un grand amoureux de Mamadou Niang.
Ah ouais, totalement, totalement. Mamadou Niang, c'était la puissance, l'insolence à l'état pur. Hein. À chaque prise de balle, à chaque ballon touché, c'était vraiment droit au but. Je pense que c'est vraiment l'attaquant pour moi qui symbolisait l'Olympique de Marseille. On a énormément parlé de Didier Drogba, mais aujourd'hui, pour moi, l'attaquant qui a le plus représenté la devise du club, c'est Mamadou Niang. Sur la durée, même j'ai envie de vous dire, dans le style de jeu, même si voilà, Drogba, c'est sûr qu'il est resté qu'une saison, donc il aurait pu faire énormément plus. Mais Mamadou, voilà, c'était une prise de balle, c'est vers le but. C'était vraiment ce côté un peu foufou aussi. Hein. On oublie aussi souvent de dire que c'était un mec qui, voilà, on le dit entre nous, il s'en battait les couilles. Il s'en battait les couilles de tout. On l'a vu contre le Milan en Ligue des Champions. Ouais. Mettez-lui n'importe quel défenseur du monde, il va tenter la double roulette inversée, ce que tu veux. Voilà. Un double expresso d'après Jean-Michel Larquet. Ouais. Ah voilà, limite le triple expresso. Là, je sais pas si ça existe, mais avec un peu de lait. Avec du lait, c'était tout. Avec le petit cœur là, vous voyez le petit cœur là comme ils font ici là. Ouais. C'est vraiment Mamadou Niang, c'est dans toute sa splendeur. Et on revient aussi à Brandao, et je pense que c'est vraiment aussi le fait d'avoir un pivot, un mec comme Brandao qui faisait les efforts que justement Mamadou Niang ne faisait pas, ou en tout cas n'aimait pas faire, qu'il a pu justement libérer tout son instinct de buteur. Hein. Brandao très injustement critiqué par des mecs comme Pierre Ménès, etc. Franchement, c'était incroyable. Ce que Brandao prenait de la part des... Non, mais franchement, je tiens quand même à le préciser, parce que honnêtement, on a des joueurs justement qui ont ces valeurs-là, qui montrent justement qu'ils peuvent être importants, mais on a des personnes qui sont là, qui connaissent rien au football, qui critiquent quand même ces joueurs-là. Et moi, je tiens à préciser et à rendre hommage à Brandao qui a fait une extraordinaire saison. Et un petit peu comme Mamadou Niang, il a eu des débuts qui étaient difficiles, très critiqués par les supporters, mais les mecs ont prouvé dans cette saison 2009-2010 que c'était des grands joueurs de football. Alors justement, on va finir le podcast avec une petite question comme ça, mais est-ce que vous allez retenir de ce championnat? Parce que moi, j'ai quand même entendu que c'était un champion qui n'était pas très beau, un Didier Deschamps qui a vite été remis en cause dès la saison d'après, des joueurs... Même pendant la saison, je me permets, Reda. Après, Auxerre, il est sifflé, il faut le dire. Exactement. Et à côté de ça, des joueurs comme Brandao ou d'autres qui n'ont pas forcément capitalisé autour de cette victoire. On peut parler aussi des joueurs comme Ben Arfa ou quoi que ce soit. Même Lucho Gonzalez, c'est pas forcément des gens qui ont pu asseoir leur domination, suite à ce trophée. Mais en fait, finalement, la seule chose que l'on va retenir, c'est que c'était anormal que Marseille ne soit pas champion depuis au moins 18 ans. Tate, qu'est-ce que tu penses, toi? C'est peut-être la seule chose qu'on va retenir de ce trophée 2009-2010. Moi, ce que je vais retenir, c'est un sprint final palpitant, comme j'en ai rarement vu en tant que supporter de Marseille. Malheureusement, on aurait pu faire le doublé l'année d'après, mais bon, on avait des joueurs un peu plus disciplinés, ce qui n'était pas le cas, on a perdu des points en cours lors du début de l'année et malheureusement, on n'a pas pu se refaire à la fin. Voilà ce que je vais retenir, hein, c'est un sprint final palpitant. Un grand homme aux manettes comme Didier Deschamps, et malheureusement on n'a pas pu faire un doublé à cause de la discipline de certains garçons de l'équipe. En qualité d'observateur neutre, Yohan, il y a beaucoup d'autres titres qui sont plus intéressants que celui de Marseille finalement. Ouais, clairement. Pour moi, le dernier plus beau titre que j'ai vu, c'est Monaco 2000, quoi. Ah bon. Non, mais lui, il est trop chauvin, lui. Il est trop chauvin. Plus sérieusement, c'est vrai qu'il y a eu des plus beaux champions que Marseille 2010. Et Bordeaux 2009. Après, oui, déjà Bordeaux 2009 qui a été vraiment un très beau champion. Après, voilà, il est clair que on est quand même content pour Marseille qui gagne le championnat parce que c'est quand même le grand club de France. Pour moi, c'est le plus grand club français. Et c'est tout naturellement qu'on est content pour eux quand même dans cette saison-là, quoi. C'était une anomalie, ces 18 ans, Faisal, et finalement, c'est peut-être ça la plus belle chose. Mais en même temps, là, on s'approche de 11 ans déjà, bientôt à date d'enregistrement, et finalement, c'est ça, en fait, l'Olympique de Marseille. C'est de la joie dans de la peine et de la peine dans la joie. Non, après, faut être honnête, c'est quand même plus de la joie que de la peine. Mais on est quand même oui, non, pas vous? Non. Vous êtes pas d'accord avec ça? C'est plus, surtout ces derniers temps, c'est plus de la peine que de la joie. Non, mais il parlait du titre en particulier, pas forcément. Ah, il parlait du titre, pardon. Oui. Et finalement, c'est ça qu'on va retenir.
Tâter un dernier mot avant de terminer ce podcast sur la saison 2009-2010 de l'Olympique de Marseille. Un dernier mot, c'est que c'est aussi la continuité du travail de Pape Diouf, comme on l'a dit au début. L'année d'avant, le titre, on le perd sur 2 détails, sur la défaite contre Lyon et le match nul contre Toulouse. Et sérieusement, cette Ligue des Champions, même s'il n'a pas été beau, ça reste quand même la continuité de cette saison 2008-2009 qui malheureusement aurait pu se finir en tant que champion. Et là, c'était Champagne. Et bon, la saison après, c'était pas Champagne malheureusement, mais c'était quand même la continuité de l'année d'avant. Alors, si vous voulez du champagne, je vous conseille d'aller écouter, Faisal à la commanderie. Alors, on parlera pas de titre, malheureusement. Il y a Dallas et puis il y a l'Olympique de Marseille. Si vous voulez voir les épisodes de Dallas à Marseille, il faut écouter à la commanderie de Faisal. Ça, c'est sûr. Là, nous, on parle pas trop de football en ce moment, les gars. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que, comme quand même, ça t'a fait du bien de parler d'un Marseille champion. Bien sûr. C'est pas tous les jours que c'est le cas. Voilà, vous m'avez reparlé, les gars de Mamadou Niang, c'est bon, je vous remercie, les gars, je vais bien dormir, là. Alors, on souhaite bonne nuit à tous ceux qui nous écoutent en soirée et bonjour à ceux qui nous écoutent du matin. Et puis, c'est toujours un plaisir de parler de Mamadou Niang et j'espère que, voilà, ça vous a fait plaisir, chers amis marseillais et autres amoureux du football, d'avoir parlé de cette épopée marseillaise. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.